Bonjour à tous, je m'appelle Francine Forgette-Marin, directrice Affaires santé et recherche au Québec pour la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC et je serai la modératrice pour toute la durée du webinaire. Merci de prendre le temps de vous joindre à nous et j'espère que vous vous portez bien en ce temps de pandémie. C'est avec un grand plaisir que nous vous présentons aujourd'hui notre webinaire qui s'intitule L'utilisation de l'acide acétylsalicylique pour la prévention d'événements vasculaires. Que dire aux gens maintenant? Qui fait partie de la série de webinaires de cœur et AVC sur l'application des connaissances pour les professionnels de la santé. Avant de vous présenter votre conférencier, je veux d'abord vous transmettre quelques informations techniques. Donc, tel qu'indiqué dans la diapositive, vous devriez être en mesure d'écouter la présentation avec les haut-parleurs de votre ordinateur ou vous joindre par téléphone. Par contre, votre micro sera désactivé. Vous pouvez également déplacer l'écran, l'agrandir ou le réduire à votre guise pour visualiser la présentation. Pour la période de questions à la fin, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit dans la section « Questions ». Une fois que le Dr. Wayne aura terminé la présentation, je pourrai les lui transférer. Si vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à nous écrire dans cette même boîte à droite sur votre écran tout au long de la séance. J'aimerais simplement vous mentionner de vous assurer que vous êtes bel et bien inscrit à la formation via la plateforme GoToWebinar. Ceci nous permet, d'un côté, de connaître le nombre de participants, mais aussi de vous transmettre par la suite le lien pour réécouter l'enregistrement du webinaire sur YouTube, ainsi qu'un court sondage pour avoir vos commentaires et suggestions qui vous donnera accès à un certificat de participation. C'est très important pour nous de recevoir votre rétroaction pour nos futurs webinaires. Allons-y avec le webinaire. Nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui un webinaire sur l'utilisation de l'acide acétylsalicylique pour la prévention d'événements vasculaires. Ce webinaire, présenté par Dr. Theodore Wayne, offrira des renseignements relatifs aux nouvelles recommandations canadiennes en matière de pratique optimale. Dans cette présentation, le Dr. Wayne passera en revue les données actuelles sur l'utilisation de l'acide acétylsalicylique dans la prévention primaire et secondaire des maladies vasculaires et vous aidera également à déterminer les patients pour lesquels amorcer, arrêter ou continuer l'utilisation de l'acide acétylsalicylique. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vous présente Dr. Wayne, qui est professeur adjoint de neurologie et de neurochirurgie à l'Université McGill. Il travaille actuellement à l'Hôpital général de Montréal à la clinique de prévention de l'AVC. Dr. Wayne a obtenu son doctorat en médecine à l'Université du Vermont et a complété sa résidence en neurologie à l'Université McGill. Il a ensuite complété 2 ans de formation complémentaire en maladies vasculaires cérébrales à l'Université du Texas, ainsi qu'une formation complémentaire en neuromusculaire à l'Université du Michigan. En plus de son fort intérêt pour les soins aigus de l'AVC et en prévention secondaire de l'AVC, Dr. Wayne est activement impliqué dans le rétablissement post-AVC. Depuis quelques années, il est également membre du comité scientifique du sommet sur l'AVC, présenté par Cœur et AVC. Je vous souhaite donc un bon webinaire et je passe la parole à Dr. Wayne. Merci beaucoup. Pour l'instant, je ne vois pas les diapos sur mon écran ici. Amélie? Alors, j'attends pour les diapos de se présenter ici, mais je veux dire bonjour à tout le monde, puis merci d'avoir pris le temps pour écouter cette webinaire. Je sais que ce sont des temps vraiment spéciaux pour notre société puis notre système de santé. Je sais qu'il y a plein de questions liées à la COVID-19 puis l'effet de cette virus sur les maladies vasculaires. Il y a plusieurs choses dans le média au sujet des ECA, des ARA, puis le ibuprofène comme des facteurs qui peuvent aggraver les symptômes. Cette présentation n'est pas liée à ce sujet du tout. Mais je vais vous dire qu'il y a vraiment un manque des données, puis on a besoin des autres données pour faire des conclusions maintenant. La plupart de ces données sont basées sur des observations qui sont basées sur une vraie évidence scientifique. Mais aujourd'hui, on va avoir notre focus surtout sur l'utilisation de l'aspirine en prévention primaire surtout, un peu sur la prévention secondaire,
Puis n'oublie pas, même pendant cette pandémie ici, qu'on va avoir encore des personnes qui se présentent avec des AVC, des ischémies de myocarde, puis surtout des événements vasculaires périphériques. Puis en même temps, le gouvernement nous encourage de continuer à suivre puis de faire des visites avec les patients par téléconférence ou télévidéo où on doit donner l'avis. Puis je pense que l'importance d'avoir une bonne connaissance des nouveaux données sur l'aspirine est essentielle. Merci, je vois les diapos maintenant. Ici, c'est ma divulgation. Ici, j'étais déjà impliqué dans plusieurs études de recherche, rien récemment lié directement à l'aspirine. Puis, c'est tout. Je suis un consultant pour la compagnie Bayer et Servier qui sont impliqués dans des anticoagulants. Alors, en 2018, il y a 3 études qui ont sorti. L'étude ESPRIT, ARRIVE, puis ASCEND. Ces 3 études étaient publiées qui ont montré que le risque d'hémorragie grave l'emportait sur les bénéfices liés à la réduction des risques de maladies de cœur, d'AVC et des événements ou des vasculaires périphériques chez des personnes en santé. Ces résultats ont été confirmés après par plusieurs méta-analyses. Il y a 3 autres méta-analyses qui ont sorti après ces 3 études qui confirment ce qu'on a vu dans ces 3 études. La Fondation de cœur et AVC, surtout avec l'aide de Patty Lindsay, a fait une analyse approfondie de la littérature et a élaboré des recommandations afin d'être conforme à ces nouvelles données. Une nouvelle recommandation a été publiée récemment. C'était publié la semaine dernière dans le CMAJ. Puis vous avez accès sur ça sur ligne, puis au site web de strokebestpractices.ca. Dans un sondage qu'on a fait en février de cette année, on a découvert que 5 millions de Canadiens ont reçu le conseil de prendre l'aspirine par un professionnel de la santé. Malheureusement, seulement presque 3 millions de ces personnes ont suivi le conseil d'un professionnel de la santé. Alors, 58% des personnes qui sont conseillées de prendre l'aspirine l'avaient pris. Mais plus étonnant, on a presque 2,5 millions de personnes qui prennent l'aspirine, le AAS ou l'aspirine eux-mêmes, environ 8%. Ça veut dire qu'on a presque 5,4 millions de Canadiens qui prennent le AAS maintenant. C'est environ 1 sur 6 Canadiens qui prend le AAS. Alors, les nouvelles recommandations sont les suivantes. Je vais les présenter, tout ce qui était écrit dans nos lignes directrices. Puis après ça, je vais réviser la littérature, comment notre comité a conclu que ce sont les meilleures lignes directrices. Alors, on veut distinguer entre prévention primaire des personnes qui n'ont jamais eu un événement vasculaire, puis prévention secondaire des personnes qui ont déjà eu des événements vasculaires, parce que ce sont des lignes directrices qui sont complètement différentes. Alors, pour la prévention secondaire, le AAS est fortement recommandé pour la prévention secondaire chez les personnes qui présentent une maladie cardiovasculaire, vasculaire cérébrale ou artérielle périphérique et qui est symptomatique, niveau de preuve, niveau A. Les nouvelles recommandations pour la prévention primaire, puis on a pris beaucoup de temps de choisir chaque mot dans ces lignes directrices, alors je vais le lire, mais dans nos nouvelles recommandations, nous expliquons que la prise quotidienne de AAS n'est pas recommandée pour la prévention primaire. Alors, je renforce prévention primaire ici, c'est-à-dire la prévention d'un premier événement vasculaire, niveau de preuve A. Cette recommandation concerne les personnes présentant des facteurs de risque vasculaire, mais qui n'ont pas eu d'événement vasculaire, niveau de preuve A, et les personnes âgées, en santé, ne présentent pas de facteurs de risque vasculaire, niveau de preuve B. Le bénéfice réel de l'AAS chez les personnes atteintes d'athérosclérose asymptomatique est incertain, niveau de preuve B, puis on va discuter ça dans les prochaines diapos. Puis, on a ajouté une section pour prise de décision partagée. Alors, les professionnels de la santé tels que les médecins, soit en primaire ou sous-spécialité,
les infirmières et les infirmières praticiens, les pharmaciens et les auxiliaires médicaux doivent engager les patients et les aidants dans des discussions au sujet de la prise de AAS dans la prévention primaire des maladies vasculaires. Encore, on parle de prévention primaire ici. Dernier point, le niveau de risque, le bénéfice, les valeurs et les préférences d'une personne doivent être prises en compte afin de prendre une décision réfléchie quant au fait d'amorcer, de continuer ou d'arrêter l'utilisation de AS pour la prévention primaire des maladies vasculaires. Niveau de preuve B. Alors, l'histoire de la salicyle. Alors, ce produit vient de l'écorce de sol. Puis, l'utilisation des médicaments de cette écorce vient de la Mésopotamie, alors l'ancien Irak, où on l'avait trouvé sur ce qu'on appelle, pour vous qui aiment l'historique, les tablettes d'argile sumérienne. Et également, on l'avait vu sur le papyrus Ebers, alors qui vient de l'ancienne Égypte. Hippocrate avait recours à l'utilisation d'infusion de la salicyle pour réduire les fièvres vers 400 avant Jésus. Pour mettre ça en perspective, Hippocrate était la première personne qui a décrit les AVC. Alors, le terme AVC vient de la terme apoplexie en grec, où Hippocrate a décidé que quand quelqu'un va tomber paralysé sur un côté, c'était lié à les dieux Hera ou Zeus ou Athéna qui a puni une personne. Alors, il a été au courant que les AVC existent, peut-être la bonne cause, mais il n'a pas reconnu que le AAS était un traitement effectif pour prévenir les AVC. L'extrait d'écorce de sol a été reconnu pour ses effets spécifiquement sur la fièvre, la douleur et l'inflammation au milieu du 18e siècle. Il y avait un chimiste alsacien, Charles Frédéric Gerhardt, qui en 1853 a traité de salicylate de sodium avec du chlorure d'acétyl pour produire pour la première fois l'acide acétylsalique. Par contre, Monsieur Charles Frédéric Gerhardt, on ne connaît pas un peu plus sur lui parce qu'en 1856, cette chimiste s'est empoisonné par une de ses créations puis s'est décédé à cause de ça. Alors, il n'a jamais reçu le crédit pour trouver le AAS. Puis ça attend pour plusieurs années dès que la compagnie Bayer a créé le AAS pour la première fois. Je pense que si on peut reculer une diapo, s'il vous plaît, Amélie. Non? OK, on procède à la prochaine, alors. Merci. Alors, si on regarde ces affiches de Bayer en 1920, ils ont dit que l'aspirine était un médicament très efficace, très sécuritaire, puis c'était effectif pour la grippe, pour des maux de tête, pour la lombalgie, pour des douleurs. Mais tu vois dans la boîte, juste ici, qu'il n'y a aucun effet sur le cœur. Puis, ils ont vraiment renforcé qu'il n'y avait aucun effet sur le cœur dans plusieurs affiches, qu'on te voit ici aussi. Ils étaient corrects en prévention primaire. Si on regarde la prochaine diapo, on va voir que pour des années, on a conseillé d'utiliser l'aspirine en prévention primaire, mais comme tous dans la médecine, on a toujours des avances, toujours des nouvelles études, puis c'est pour ça qu'on a des lignes directrices qu'on change presque chaque année. Puis par exemple, je vous donne cette affiche de la compagnie Bayer encore. Dans ce temps, en 1923, on a fait la promotion pour l'aspirine pour diminuer les douleurs. Mais si je regarde en bas de l'aspirine, un autre produit qui a été créé par la compagnie Bayer, c'était le héroïne. Puis on utilisait pour éviter des personnes à tousser. Puis quand on est au courant maintenant, on n'utilise plus le héroïne pour la grippe ou pour des personnes qui toussaient. Puis comme on a changé notre pratique en 1923, si vous êtes un médecin, ça va prescrire le héroïne, on ne le fait plus. Je vais essayer de vous convaincre qu'on ne doit pas prescrire le AAS en prévention primaire.
L'aspirine, le AAS, est une molécule très utilisée au monde. C'est un des médicaments le plus utilisés, avec une consommation annuelle d'environ 40 000 tonnes métriques. Alors, c'est environ 120 milliards de pilules qui sont consommées chaque année de AAS. Le AAS figure sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, laisse-nous regarder les études qui ont sorti en 2018 qui nous avaient forcé ou nous avaient conseillé de changer notre pratique. La première étude a sorti dans le journal Lancet s'appelle l'étude ARRIVE. Tu vois le diapo ici. C'est une étude internationale qui a été faite. Puis ils ont regardé l'utilisation de l'aspirine pour diminuer le risque des événements vasculaires dans des personnes qui étaient à risque modéré d'avoir un événement vasculaire. Si on regarde qui était inclus, puis je pense que c'est très important parce que tout le monde m'appelle, puis me demande, puis m'envoie des courriers en disant est-ce qu'il y a encore un rôle pour en prévention primaire dans des personnes avec un facteur de risque? Alors, je vais la renforcer ici. Cette étude a inclus des hommes plus âgés de 55 ans. Ils ont eu un minimum de 2 à 4 facteurs de risque. La tabagisme, la capacité de diffusion pulmonaire, hypertension artérielle ou des tests génétiques positifs pour l'hypocholestérolémie dans la famille. Pour des femmes plus âgées de 60 ans, ils ont besoin d'avoir 3 ou plus facteurs de risque avec le tabagisme, capacité de fusion pulmonaire, hypertension artérielle ou encore un historique de la famille de la hypercholestérolémie. Il n'y avait aucun antécédent d'un événement vasculaire, alors c'était vraiment la prévention primaire ici, dans cette étude. Puis c'est surtout des personnes qui étaient randomisées à 100 mg de AAS à placebo. Les résultats. Alors, le résultat principal était un événement vasculaire composé de décès liés à une maladie cardiovasculaire, à un infarctus de myocarde, à une angine instable de poitrine, ou un ABC ou un accident ischémique transitoire ou un AIT. Ils ont étudié plus que 12 500 personnes avec un âge moyen de 54 ans. Puis le suivi était une moyenne de 5 ans. Il n'y avait aucune baisse de composantes liées au résultat principal, alors c'était une étude négative. Il n'y avait aucun bénéfice de la AS, mais il y avait une augmentation des événements indésirables dans le groupe qui prenait le AS. Le risque d'hémorragie était doublé dans cette population. Le risque absolu d'avoir un saignement, c'était de 0,46% à 0,97% pendant 6 ans, pendant 5 ans. Alors, le risque de saignement était bas, mais ça a doublé le risque d'avoir une hémorragie gastro-intestinale sans avoir un bénéfice pour diminuer le résultat principal. Si on regarde tous les résultats principaux dans cette étude, le résultat principal ici, tu vois en bleu le groupe de placebo, en rouge le groupe d'aspirine, aucun bénéfice entre les deux groupes. Si on regarde mortalité cardiovasculaire ou ischémie de myocarde ou AVC, encore dans cette sous-analyse, on voit aucun bénéfice pour diminuer ces événements. Si on regarde l'ischémie de myocarde, on voit aucun bénéfice non plus. AVC, absolument aucun bénéfice, même une tendance ici. Puis si on regarde mortalité cardiovasculaire, tu vois encore ici en bas qu'il n'y avait aucun bénéfice. Ce qu'on voit ici, qu'on a doublé le risque d'avoir des hémorragies digestives. Alors, la conclusion de cette étude, est-ce qu'on peut reculer une? Encore, parfait. Alors, la conclusion de la dernière étude, c'était aucun bénéfice de la AS avec un risque d'hémorragie digestive qui était 2 fois plus haut. Dans la prochaine étude, alors c'était l'étude ESPRIT, on regarde l'effet de la AS
sur les événements cardiovasculaires puis la risque des saignements dans des personnes en santé. Puis c'était publié dans le New England Journal of Medicine. Les critères d'inclusion dans cette étude, c'était des femmes et des hommes afro-américains hispaniques plus âgés de 75 ans, des femmes et des hommes blancs plus de 69 ans, avec aucun antécédent d'événement vasculaire, randomisés avec 100 mg de AS au placebo. Ce qu'ils ont trouvé dans cette étude, le principal résultat était un événement vasculaire composé de hémorragie majeure, une maladie cardiovasculaire définie comme une maladie coronarienne mortelle, un infarctus de myocarde non mortel, un AVC mortel ou non, ou une hospitalisation pour une insuffisance cardiaque. Ils ont étudié presque 20 000 personnes d'un âge moyen de 74 ans, alors une population assez âgée, puis encore un suivi d'un minimum de 4,7 ans, alors en voyant la même chose que la dernière étude. Encore dans cette étude, qu'on se voit ici à droite, il n'y a aucun bénéfice de prendre l'aspirine, alors aucune baisse de la composante liée au résultat principal. Mais encore dans cette étude, ils ont vu la même chose que la dernière étude. Il y avait une augmentation des événements d'hémorragie dans le groupe qui prenait la AAS. C'était 38% plus élevé de faire une hémorragie si vous avez pris la AAS avec aucun bénéfice de diminuer un événement vasculaire. Si tu regardes en bas, le taux des événements des hémorragies était, les taux des événements absolus, c'était 0,86 sur le groupe traité avec le AS contre 0,62 dans le groupe de placebo avec un suivi de 5 ans. Alors, une deuxième étude qui démontre aucune efficacité avec un risque de saignement digestif majeur. La troisième étude a été publiée aussi dans le New England Journal of Medicine. Puis dans cette étude, ils ont regardé le bénéfice de AAS dans des personnes avec le diabète en prévention primaire. Les critères d'inclusion étaient des hommes ou des femmes plus âgés de 39 ans, vivant avec un diabète type 1 ou type 2, avec aucun antécédent d'événement vasculaire, randomisés de prendre 100 mg de AAS ou de placebo. Le résultat principal était un événement vasculaire avec une composite d'infarctus de myocarde, un AVC ou un AIT, un décès lié à une maladie vasculaire, à l'exclusion de toute hémorragie intracrânienne confirmée. Dans cette étude ici, une autre grande étude de 15 000, presque 15 500 patients avec un âge moyen de 63 ans, puis un grand suivi dans cette étude. Les deux autres études étaient un suivi d'environ 5 ans. Dans cette étude, c'était un suivi en moyenne de 7,5 ans. Si on regarde la bénéfice, est-ce que c'était une étude petite? Dans cette étude, ils ont démontré qu'il y avait une diminution des événements vasculaires, 8,5% contre 9,6%, alors une réduction relative de 12%. Mais la risque d'hémorragie majeure était 4,1% dans le groupe de AS versus 3,2% dans le groupe placebo. Alors, vous avez une 12% réduction en événements vasculaires, mais vous avez un 29% risque de faire une hémorragie. Alors, un risque d'hémorragie presque 2 fois et demi plus que le bénéfice de la protection de l'AS pour un événement vasculaire. C'était quoi les conclusions de l'auteur de cette étude? Seulement pour vous donner une meilleure idée de la bénéfice, on voit ici avec le temps qu'il y avait un léger avantage de 12% pour le AAS. Si on regarde les taux de saignement, on voit que la première année, les premières 3 ans, il n'y a aucun risque d'hémorragie digestive ou des saignements majeurs. Mais après la 3e année, on commence à voir des événements hémorragiques commencent de baisser. Alors, la conclusion des auteurs était le suivant. La prise de AS a permis d'éviter des événements vasculaires sérieux chez des personnes vivant avec la diabète sans maladie cardiovasculaire évidente au moment de l'essai. Néanmoins, elle a également provoqué des événements hémorragie majeure.
le bénéfice absolu a été largement contrebalancé par le risque d'hémorragie. Puis encore, les chiffres étaient une diminution de risque événement vasculaire par 12% contre le risque d'hémorragie de 28 à 29%. Alors, c'était les 3 études qui a stimulé tout le monde de regarder l'utilisation de la AAS. Puis maintenant, je vais vous présenter les 3 méta-analyses qu'on a utilisées encore dans notre décision pour supporter notre nouveau ligne directrice. Alors, la première étude était publiée en JAMA Neurology. C'était une étude qui était faite par un groupe des neurologues, surtout des neurologues à Los Angeles avec mon collègue Jeff Saper, puis Bruce Ogdebigiali, qui était aussi en Californie aussi avec Meng Li. Puis ils ont regardé la fréquence des hémorragies intracrâniennes utilisées avec le AAS dans les personnes qui étaient en prévention primaire pour la prévention des événements cardiovasculaires. Cette étude a regardé 13 essais cliniques randomisés. Alors, ça a regardé environ 134 000 personnes. Ce sont des études de prévention primaire, incluant celles qui viennent de vous présenter. Alors, un âge de population entre 43 et 74 ans, avec un résultat principal d'une hémorragie intracrânienne. Les résultats étaient les suivants. Le AAS à faible dose a été associé avec une augmentation de risque d'hémorragie intracrânienne par rapport au groupe de témoins. 8 essais montrent le risque pour 37% de faire une hémorragie intracrânienne. Ça veut dire 2 hémorragies intracrâniennes supplémentaires chez 1000 patients. Le risque relatif plus élevé des hémorragies sous-durales et épidurales par 53%, basé sur 4 essais. Alors, on va regarder tous les types d'hémorragie intracrânienne dans la prochaine diapo. Dans le premier groupe A ici, ça veut dire aucune hémorragie intracrânienne. Ça a monté le risque par 37% de faire des hémorragies intracrâniennes. Si on regarde les hémorragies intracérébrales, ça a monté le risque par 23%, mais ça a manqué de significance à voir des intervalles de confiance entre 0.98 et 1.54. Alors, ça suggère, mais ça ne confirme pas que ça monte le risque des hémorragies intracérébrales, c'est surtout des hémorragies intracrâniennes. Puis on voit que dans la prochaine diapo, c'est surtout des hémorragies sous-durales et extradurales qui montent le risque des hémorragies. Puis c'est 1.53%, alors 53% plus élevé de faire une hémorragie sous-durale ou extradurale si tu prends le AAS en prévention primaire. Si on regarde les hémorragies sous-arachnoïdiennes, il n'y avait aucun risque de monter le risque des hémorragies sous-arachnoïdiennes. Qu'est-ce qui était intéressant, si j'en regardais des différences dans 2 aspects. Un, c'était race, puis deuxièmement, c'était le poids corporel des patients. Si vous étiez asiatique puis vous avez pris le AS en prévention primaire, ça a monté le risque des hémorragies intracérébrales par 84%. Alors, une sous-analyse avec une population basée de race qui sont vraiment à risque de faire des hémorragies intracérébrales. Surtout probablement parce que cette population a un taux d'hypertension très élevé en comparaison au monde ici. Dans la prochaine diapo qu'on voit ici, ils ont regardé le poids corporel, alors les BMI ou les IMB, plus de 25, moins de 25, alors je m'excuse. Alors, si on regarde des personnes ici, en bas, avec des poids corporels moins de 25, on voit que ça monte le risque d'avoir des saignements aussi par 84%. Alors, il y a plusieurs sous-analyses qui suggèrent qu'on doit faire plusieurs études pour regarder qui a vraiment haut risque, puis peut-être qui est un peu bas risque. Mais en général, on voit que les taux des événements intracrâniens, des saignements intracrâniens, sont élevés dans ces études sans avoir un bénéfice.
Alors, les conclusions de mes collègues étaient la prise de AS à faible dose pour la prévention primaire d'événements cardiovasculaires chez les patients, chez les personnes sans maladie cardiovasculaire symptomatique a été associée à une augmentation de risque d'hémorragie intracrânienne. Deuxième point, le risque d'hémorragie intracérébrale était particulièrement élevé dans les populations asiatiques et celles avec un IMC moyen bas, alors moins de 25. Étant donné que les avantages de l'AS en faible dose pour la prévention primaire d'événements cardiovasculaires ne sont pas bien établis et que les cas hémorragiques intracrâniens sont souvent catastrophiques, ces découvertes suggèrent de faire preuve de prudence en ce qui concerne la prise de AS en faible dose chez les personnes sans maladie cardiovasculaire symptomatique. Alors, c'était la sommaire de la première méta-analyse en regardant les réseaux des hémorragies intracrâniennes. La deuxième méta-analyse était faite par Mahmoud et collègues, qui s'est regardé l'efficacité et la sécurité de l'AS en prévention primaire des événements cardiovasculaires en regardant les études randomisées. Alors, ils ont regardé 11 ECR, environ presque 160 000 personnes qui étaient évaluées avec une maladie athéroschlérotique connue, âge moyen de 61 ans. Résultat principal concernant l'efficacité de mortalité, toutes causes confondues. Puis le principal résultat concernant la sécurité, c'était hémorragie majeure, suivi d'une moyenne de presque 6 ans et demi ou 7 ans. Alors, les résultats étaient les suivants. Le AS n'a pas été associé à une baisse de la mortalité de toutes causes confondues. Tu vois l'intervalle de confiance de 0.98, alors aucun bénéfice. L'AS a été associé à une augmentation de l'incidence d'hémorragie majeure. Alors, ça a monté la risque dans leur méta-analyse de 47%. Puis finalement, l'AS a été associé avec une augmentation de l'incidence de l'hémorragie intracrânienne par 33%. Alors, ça confirme encore ce qu'on a vu dans les 3 études, dans les méta-analyses, puis ça confirme aussi ce que la dernière étude par Wang et collègues ont décrit, qu'il y a plus d'hémorragie intracrânienne aussi. Oups. Si tu regardes les valeurs ici, on voit que une hémorragie majeure montée par 47% ici. Tu vois la méta-analyse ici. Si tu regardes toute mortalité ici, il n'y avait aucun signal qu'il y a un avantage de prendre l'AS en prévention primaire pour baisser la mortalité. Si on regarde des personnes diabétiques, encore aucun bénéfice qu'on voit dans cette sous-population. Si on regarde le MACE risk, alors n'importe quel événement cardiovasculaire, aucun avantage aussi. C'est un résultat neutre pour tout le monde ici. Si on regarde l'ischémie de myocarde, on voit qu'il y a un léger avantage de 18% de baisser le risque d'avoir un événement. Peut-être une petite tendance de 6% non significatif, mais on va avoir 47 plus des saignements majeurs, puis 33% plus des saignements intracrâniens avec une mortalité des fois de 50% avec une hémorragie intracrânienne. Alors, conclusion des auteurs, la prise de AS pour les personnes en santé sans athérosclérose chronique semble être associée à une augmentation d'effets nocifs sans aucune diminution de la mortalité. Dans ce contexte, l'AS peut être associée à une faible réduction de risque de myocarde. Cependant, cela se fait au prix d'une augmentation d'hémorragie majeure, notamment les hémorragies intracrâniennes, qui peuvent avoir une mortalité de 50%. Point final, la prise systémique de AS pour la prévention primaire doit être remise en question. Alors, la dernière méta-analyse, c'était celle de Jing et collègues, publiée en JAMA. C'était l'association de l'utilisation de la AAS en prévention primaire pour prévenir des événements cardiovasculaires en regardant aussi des saignements aussi. Alors, cette étude, c'était 13 ECR qui étaient évalués avec un âge moyen de 62 ans.
million de participants, 20% étaient diabétiques. Le résultat principal pour la santé cardiovasculaire était une mortalité cardiovasculaire des infarctus de myocarde non mortels et des AVC non mortels aussi. Les résultats, la prise de l'AS a été associée à une réduction importante des résultats cardiovasculaires composant par un rapport à aucune prise d'AS. Alors, cette étude, cette méta-analyse a démontré qu'il y avait un avantage pour diminuer des événements cardiovasculaires. Ça veut dire pour 60,2 événements pour 10 000 participants par année avec la AS, en comparaison à 65,2 pour 10 000 participants sans AS. Alors, la risque d'hémorragie était de 11%, réduction de risque absolu qu'on voit ici, avec un nombre nécessaire à traiter de 241. La prise d'AS a été aussi associée avec un risque accru d'hémorragie majeure par rapport à aucune prise d'AS. Le nombre nécessaire à traiter, c'est 210 pour causer un saignement. Alors, si on regarde le number needed to treat pour la bénéfice, c'était 241. Si on regarde en bas le number needed to harm, c'était 210. Alors, le bénéfice qu'on voit est subventionné par le négatif qu'on peut voir avec un risque de hémorragie de 43%. Ça veut dire 23,1 événements pour 10 000 patients traités avec le AS, contre 16,4 pour 10 000 patients ou participants par année sans aspirine. Si on veut regarder l'ischémie de myocarde, l'ischémie au cerveau des AVC, on voit ici pour l'ischémie de myocarde, on voit qu'il y a un bénéfice pour diminuer l'ischémie de myocarde dans cette étude, mais le nombre qu'on doit traiter, c'est environ 361. Number needed to harm pour une hémorragie majeure ou intracrânienne va être 210. Si on regarde l'ischémie des AVC, le nombre nécessaire à traiter, c'est 140. Encore, number needed to harm, ici, c'est 210. Ça veut dire, si on regarde les major bleeds, alors les hémorragies majeures, on voit ici toujours hémorragie majeure monte par 43%, hémorragie intracrânienne 34%, puis hémorragie digestive montée par 56%. Alors, conclusion des ATUR, la prise de AS pour les personnes sans maladie cardiovasculaire a été associée à un risque plus faible d'événements cardiovasculaires et un risque plus élevé d'hémorragie majeure. Ces informations peuvent éclairer des discussions avec les patients concernant la prise de AAS pour la prévention primaire des événements cardiovasculaires et les risques de hémorragie. Alors, on a été enseigné à l'école que de ne pas provoquer des problèmes pour nos patients. Alors, on va dire en anglais, do no harm. Alors, en italien, c'est primum non nocere. Alors, c'est l'idée. Est-ce qu'il y a un bénéfice ou non? Puis, basé sur nos niveaux lignes directrices, on ne conseille pas d'utiliser le AAS puis d'avoir des discussions basées sur des petits points qui étaient un peu positifs pour prévenir l'ischémie du myocarde et des AVC, mais tout le bénéfice a été annulé par des hémorragies majeures et intracrâniennes. Mais il y a encore des petits défis et des lacunes dans nos connaissances. On doit explorer un peu plus sur le poids corporel. Est-ce qu'il y a une différence entre mâle et femelle, alors le sexe de personne? On fait quoi avec le FA? On fait quoi avec des personnes avec des maladies de l'artère carotidienne qui est asymptomatique? On fait quoi avec des personnes? On va faire un scan de la tête pour n'importe quelle raison, puis on voit une maladie des petits vaisseaux. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces cas? Ce sont encore des questions qu'on doit adresser. Alors, des conseils pratiques résumés. Jamais hésiter à discuter avec vos patients. Utiliser des ressources pour faciliter des conversations. Je pense qu'on doit discuter les positifs et les négatifs avec nos patients.
Vous préparez en examinant des résumés de preuves, comprendre les valeurs et les préférences de vos patients. Je pense que doit être discuté. Pour des années, on a dit de prendre l'AAS, puis maintenant, on change notre approche, même avec 2,5 millions de Canadiens qui prennent l'AAS en prévention primaire sans voir un professionnel de la santé. Collaborer avec les autres membres de l'équipe, de partager la responsabilité de discuter avec tes patients, puis respecter les décisions et les opinions de vos patients et de vos collègues. Il y a encore peut-être un petit avantage d'utiliser cette molécule en prévention primaire. Comme on vient de vous dire, le risque d'avoir des saignements majeurs monte à 30 à 50 puis un peu plus élevé, comme 84 plus élevé dans des patients asiatiques. Alors, la suite des choses pour les patients prenant le AS, la prévention primaire, en 2019, le American College of Cardiology, l'association de cœur aux États-Unis, a conseillé d'envisager la prise de AS pour les patients de 40 à 70 ans avec un risque élevé de maladies cardiovasculaires, plus que 10%, mais pas au-delà de cette tranche d'âge. Les lignes directrices canadiennes sur l'utilisation de l'AS pour la prévention primaire, sujet de ne pas utiliser. Alors, des patients vont avoir des données un peu différentes s'ils vont regarder sur l'Internet. Puis, notre conseil au Canada serait confirmé par les essais et les méta-analyses récents. Alors, nos données qu'on vient de publier sont les plus récentes au monde. La méta-analyse de James, la dernière méta-analyse que j'ai présentée, a permis de découvrir des avantages, un petit baisse d'ischémie de myocarde, des AVC, mais encore, tout est annulé par le risque d'hémorragie ou le risque accru d'hémorragie. Est bien établi dans toutes les études, puis ça monte entre 30 à 84% de monter le risque d'avoir des hémorragies ou des saignements majeurs. Les énigmes de l'AS pour la prévention primaire, preuves non concluantes pour ou contre l'utilisation de l'AS pour les maladies cardiovasculaires sous-cliniques et asymptomatiques. Alors, ça veut dire les infectus lacunaires asymptomatiques, ce qu'on appelle des silent strokes ou des covert strokes. On fait quoi pour des sténoses de l'artère carotidienne ou des sténoses coronaires ou périphériques cliniquement insignifiantes? Puis pour les patients diabétiques, dans l'étude ASCEND, on doit avoir une petite conversation. Ça nécessite de comparer les avantages et les inconvénients de la diminution des événements cardiovasculaires indésirables majeurs et de l'augmentation des hémorragies majeures, les NST de 90, les préjudices de 111. Alors, encore des raisons à considérer un traitement, mais avec un risque. Possibilité d'envisager l'utilisation de l'AS des patients diabétiques. L'étude ASCEND encore nécessite de comparer les avantages et les désavantages pour les diminutions des événements basés sur les risques des hémorragies majeures. On vient de juste discuter ça. Puis, jugement pour des autres patients à risque, comme l'arthrose sous-clinique, va être des discussions où on n'a pas des lignes directrices absolument claires. Puis les lignes directrices canadiennes ne donnent pas d'indication à ce sujet parce qu'on n'a pas des données dans cette population pour l'instant. Possibilité d'arrêter le AS. Alors, la question, on fait quoi avec les personnes qui prennent l'AS à long terme? Est-ce qu'on va avoir un phénomène de rebond si on va arrêter un traitement qui a été utilisé pour des années? Pour moi, pour les patients à faible risque en prévention primaire, qui n'ont pas de diabète ni d'atherosclérose, l'hypertension artérielle seulement, puis un risque élevé d'hémorragie, je ne n'envisage pas une raison d'utiliser la AS dans cette population. Alors, ces recommandations sont publiées grâce à l'aide de la Fondation de cœur et AVC. C'est supporté par le Canadian Stroke Consortium, par l'Association des pharmaciens du Canada, par Thrombose Canada, par la Société de Canada des cardiologues, la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux, puis aussi les Nurse Practitioners Association of Ontario. Puis c'était tout le monde qui était impliqué. On était un groupe d'une 20 ou 25 personnes qui étaient impliquées en faisant ces données puis ces nouvelles lignes directrices.
Je vous remercie pour votre temps. Je suis très content de prendre des questions. Merci. Bonjour, merci beaucoup, Dr. Wayne, pour cette excellente présentation. Alors, on est rendu à la période de questions. Alors, vous avez maintenant la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit dans la fenêtre de clavardage et je pourrai les transmettre aux conférenciers. Dr. Wayne, j'ai une première question pour vous. Oui. Y a-t-il un risque accru de syndrome coronarien ou d'AVC pour les patients qui prennent actuellement de l'aspirine, mais qui souhaitent arrêter? Alors, c'est une très bonne question. Puis la réponse est, on ne sait pas. Alors, pour des personnes qui ont déjà fait des événements en prévention, il a déjà fait un événement, ça veut dire qu'on est en prévention secondaire. Puis c'est absolument nécessaire de prendre le AS dans cette population. Mais en prévention primaire, basée sur les nouveaux données, vraiment, je ne vois pas une raison pour la prendre. Alors, la question, c'est pour les personnes qui la prennent, comme j'ai dit à la fin de la présentation, qui prennent cette molécule en prévention primaire, est-ce qu'ils vont être à risque d'avoir un événement? On sait qu'en prévention secondaire, quand tu arrêtes un médicament, un antiplaquettaire, votre risque de faire un événement si tu vas arrêter un antiplaquettaire pour une semaine pour une procédure dentale ou une petite opération, c'est environ 2,5% des personnes vont faire un événement vasculaire en prévention secondaire s'ils arrêtent leur antiplaquettaire pour une semaine avant l'événement. Ça veut dire, on voit ça, puis on pense qu'il y a un petit phénomène de rebond. Mais je pense pour la plupart des personnes, je pense pas, s'ils n'ont jamais eu un événement, qu'on doit vraiment s'inquiéter que ça va provoquer un événement. D'accord, merci. Une autre question. Que diriez-vous à un patient de 68 ans avec de l'hypertension, de l'obésité, des antécédents familiaux prédominants et des calcifications coronariennes, mais il n'a pas subi d'événement cardiaque ou cérébral, qui prend de l'aspirine depuis une vingtaine d'années? Alors, encore, c'était le patient idéal qui était mis dans l'étude ESPRIT pour ARRIVE, des personnes avec 2 à 4 facteurs de risque. Puis en ancien temps, c'était une population qu'on conseillait de les traiter, mais je pense que dans les études ESPRIT et ARRIVE, les deux études ont démontré la même chose. Aucun bénéfice pour diminuer des événements cardiovasculaires, puis un risque d'hémorragie 2 fois plus élevé en ESPRIT, puis 34% élevé dans l'étude ARRIVE. Alors, cette personne était la personne idéale qu'on a une bonne réponse qui suggère qu'on n'a pas besoin de les traiter avec le AAS. Puis avec aucune question, aucun doute, s'ils tombent dans un groupe qui était mal défini. C'était vraiment la population qu'on veut arrêter le AAS. Des personnes 2 à 4 facteurs de risque sans des signes symptomatiques où on peut arrêter la molécule. D'accord, merci. Si une personne a de l'aspirine prescrite pour une autre condition de santé qui n'est pas liée aux maladies cardiovasculaires, quelles devraient être les recommandations des patients-là? Alors, encore, s'ils sont prescrits la AS, il n'y a pas beaucoup d'indications maintenant, mais la seule indication, je peux penser des personnes avec l'arthrite rhumatoïde qui ont utilisé encore le AS pour la douleur, puis un anti-inflammatoire. Mais je pense qu'il peut continuer le médicament pour cette raison. Ça doit être discuté avec le patient puis le médecin qui l'utilise, le AAS, pour cette condition, pour évaluer les positifs et les négatifs de la traitement. De façon cardiovasculaire, c'est important de confirmer avec le patient. C'est pas comme, oui, j'ai mal à la main à cause de mon arthrite rhumatoïde, puis je prends le AAS parce que ça va soulager la douleur, puis ça va me protéger d'un événement cardiovasculaire. Alors, je pense que cette donnée, cet aspect doit être discuté. Mais si c'est seulement pour la douleur, puis c'est le seul traitement disponible, je comprends pourquoi on va la prendre. Mais hors de ça, j'ai un peu de misère ou de difficulté de trouver des autres scénarios où on va utiliser la AAS. Maintenant, des personnes peuvent l'utiliser de temps en temps pour la migraine ou une douleur. Puis si on regarde les affiches de Bayer qu'on a présentées au commencement, qui a démontré que cette molécule, c'est pour baisser la fièvre, pour soulager une douleur.
ça va être à court terme. Puis je pense pas qu'on doit s'inquiéter d'avoir des hémorragies significatives. Vraiment les études, puis regarde les études dans le suivi des patients pour 5 à 7 ans pour prendre l'aspirine continuellement. Alors, je pense pas que ça va affecter plusieurs personnes. À court terme, il n'y a aucun problème, mais à long terme, je pense qu'on doit avoir des discussions avec nos patients qui ont un risque de saignement, puis surtout s'ils sont des personnes asiatiques avec des saignements intracrâniens de 84%. C'est étonnant d'avoir un risque tellement élevé dans cette population. Puis aussi des personnes avec des poids corporels moins de 25, si on va utiliser le AS à long terme pour une raison. On voit des personnes diabétiques qui avaient un léger avantage dans les études à SEN. Puis dans la dernière méta-analyse, je vous ai montré un petit avantage pour diminuer l'ischémie des myocardes par des AVC, mais le bénéfice complètement annulé par le risque des saignements de 35 à 84%. Merci. On a une autre question ici. A-t-il déjà été considéré de mettre de l'information à la disposition des clients sur le présentoir où est vendue l'aspirine en pharmacie afin d'indiquer l'utilisation appropriée? Puis est-ce considéré de les disposer uniquement derrière le comptoir? Yeah, c'est une bonne idée. Je ne suis pas pharmacien. Je pense que peut-être ça sera une bonne idée pour être certain que les patients vont être au courant qu'il y a un risque. Je pense que c'est la responsabilité des pharmaciens. Je pense qu'avec l'aide de la Fondation de Cœur, de sortir le message qu'il y a des limitations des avantages de l'AAS, je pense que c'est une très, très bonne question. J'espère que l'Association des pharmaciens vont prendre l'initiative au minimum de mettre des affiches qu'il y a des risques avec le AAS, de la prendre à long terme. Ça va nous bien aider s'ils vont avoir des affiches dans la pharmacie pour les aviser de ces nouvelles données. Les pharmaciens étaient impliqués sur cela, puis on a déjà discuté de cela dans les dernières réunions pour dire peut-être considérer ça au minimum de mettre une affiche sur le comptoir où le AS est vendu dès que les personnes vont être au courant. Alors, très, très bonne question. Merci. Une autre question ici. Est-ce qu'un changement significatif à l'imagerie d'une microangiopathie chronique serait suffisant pour recommander l'utilisation de l'aspirine sans évidence clinique de la survenue d'un événement? Bien. Alors, c'est une excellente question. Puis la vérité, c'est qu'on n'a pas des données sur cette population microvasculaire. Avant qu'on parle d'utiliser le AAS pour traiter des événements microvasculaires vus sur un CT scan, par exemple, ou un IRM, les causes principales de maladies microvasculaires au cerveau, c'est surtout le diabète, 2, la tension artérielle, puis peut-être les hypercholestérolémies. Alors, pour moi, si tu vois ça sur un scan, puis votre patient n'est pas connu pour hypertension, cholestérol ou diabète, c'est de les évaluer pour cela, puis de traiter ces maladies. Le AAS, dans les maladies vasculaires, on ne sait pas c'est quoi le bénéfice. Il n'y a aucune littérature sur là. Alors, c'est un peu difficile de répondre aux questions. Mais la question, c'est si on regarde le bénéfice de AAS en prévention secondaire, puis dès qu'on voit des événements microvasculaires, ça va être en prévention secondaire déjà, peut-être. Si on baisse la tension artérielle par 10 mm de mercure, ça diminue le risque de faire un autre événement par 30 Si on regarde la AAS en prévention secondaire, ça baisse le risque des événements seulement par 13 Alors, c'est pas vraiment la thérapie la plus efficace au monde. Alors, mais pour répondre à votre question, 1, on n'a pas des données. 2, traite l'oppression puis traite le diabète. Je pense que c'est raisonnable de traiter des personnes, surtout si on dit sur 1 sur 9 AVC au Canada sont des AVC silencieuses. Alors, je pense qu'il y a un rôle pour la AAS. Et puis, c'est raisonnable à faire, mais on n'a pas d'évidence dans la littérature pour supporter notre décision.
D'accord, merci. Une dernière question. Les recommandations actuelles s'appliquent-elles également pour les patients prenant une forme naturelle d'aspirine comme l'écorce de saule? Yeah. Alors, une très bonne question. Alors, beaucoup de pharmacies naturopathiques ici à Montréal puis au Canada. Je pense que le problème avec de prendre des thés de l'écorce au sol, c'est qu'on ne va jamais avoir assez de AAS pour produire un dosage de 100 mg. I mean, c'est vraiment des thés, des herbes, puis tout ça, la quantité de AAS, puis c'est même pas AAS au complet parce qu'on doit fusionner avec l'acide chlorique. Alors, c'est une demi-aspirine dans l'écorce au sol, puis ça va vous jamais donner le même dosage de 100 mg par jour si tu vas boire un thé de cette écorce par jour. Alors, une très, très bonne question encore. Bien, merci beaucoup. Ça met fin à nos questions. Donc, bien, merci beaucoup, Dr. Wayne, d'avoir pris le temps de clarifier les nouvelles recommandations en matière d'utilisation de l'acétylsalicylate. J'aimerais simplement vous mentionner de vous assurer que vous êtes bel et bien inscrit à la formation via la plateforme GoToWebinar. Ceci nous permet d'un côté de connaître le nombre de participants, mais aussi de vous transmettre par la suite le lien pour écouter l'enregistrement du webinaire sur YouTube, ainsi qu'un court sondage pour avoir vos commentaires et suggestions qui vous donnera accès à un certificat de participation. C'est très important pour nous de recevoir votre rétroaction pour nos futurs webinaires. Alors, parfait, on va passer. Merci à tous et restez à l'affût de nos prochains webinaires. Prenez soin de vous et au plaisir de se retrouver bientôt. Et encore, merci beaucoup, Dr. Wayne, pour l'excellente présentation. Merci à tout le monde.